Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler des répercussions possibles des troubles du traitement de l'information sensorielle sur l'écriture. Dans un prochain épisode qui s'en vient sous peu, que j'ai réalisé avec une collègue orthophoniste, on va parler des défis d'écriture en général, autant langagiers que physiques que cognitifs, mais on y reviendra. Mais dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle plus particulièrement de qu'est-ce qui se passe, comment ça affecte l'écriture finalement lorsque l'élève a un trouble ou en fait une difficulté quelconque avec le traitement de l'information sensorielle. Débutons avec un peu de jargon qu'on va démêler ensuite. Alors, si je te disais qu'une écriture fonctionnelle, ça dépend d'une perception fonctionnelle qui, elle, dépend entre autres d'une intégration sensorielle fonctionnelle. Donc, d'une bonne modulation sensorielle, d'une bonne discrimination sensorielle et d'une bonne utilisation des informations somatosensorielles pour organiser la posture et planifier les mouvements fins du crayon. Comme je disais, le reste de l'épisode est pour faire sens de ce petit paragraphe-là que je viens de vous lire. Alors, en tant qu'ergothérapeute en pédiatrie, j'ai souvent l'opportunité de travailler avec des enfants en difficulté d'écriture. Les demandes de services sont nombreuses, malheureusement, étant donné que l'écriture, c'est un élément incontournable aux apprentissages scolaires, particulièrement au primaire. Alors, quand on reçoit un enfant en ergothérapie, on débute notre processus par une évaluation, un bilan, dans lequel notre job, c'est de comprendre ce qui se passe. Donc, quelle est l'origine des situations de handicap qui peuvent toucher soit la lisibilité de l'écriture, la vitesse, l'endurance, peut-être que l'enfant a de l'inconfort, de la douleur aussi durant ses activités d'écriture et peut-être son engagement aussi, qui est un impact secondaire significatif des autres difficultés. Alors, pour ce faire, je vais observer tout ce qui touche l'environnement, les caractéristiques des activités qu'on lui demande et son développement. Parmi les capacités qui interviennent dans l'écriture, il y a les capacités affectives, cognitives et physiques qu'on va regarder. Et parmi les physiques, il y a le fameux traitement de l'information sensorielle, notre sujet du jour. Alors, je vais avec une petite liste d'épiceries de difficultés qui pourraient être associées à des troubles sensoriels. L'enfant n'aime pas ou tente d'éviter ou s'oppose aux activités d'écriture. L'enfant n'est pas attentif, manque les consignes, retient pas les consignes en lien avec les activités d'écriture. Il est inconfortable avec la couleur des lettres, les bruits dans l'environnement, la lumière des néons dans la classe, la sensation du crayon dans sa main peut-être. Sa posture peut être rigide, instable, il gigote sur la chaise, se lève souvent, tombe de sa chaise, ça peut arriver. On pourrait voir l'élève mâchouiller son crayon, ses doigts, sa gomme à effacer, jouer simplement avec le crayon, l'échapper possiblement, produire difficilement une écriture lisible, se fatiguer facilement durant l'écriture, donc manquer d'endurance, être plus lent à initier ou à compléter les activités, copier correctement, ça peut être plus difficile, donc il peut omettre des lettres, répéter des mots, des lettres. Il peut tenir le crayon trop faiblement, trop fortement, ce qui peut être lié à des douleurs, donc beaucoup de tension dans la main sur le crayon. La prise du crayon, il peut ne pas placer ses doigts à un endroit optimal, mais il peut aussi ne pas les replacer, les déplacer lorsque pertinent. Ça va arriver que les doigts vont glisser, par exemple, vers la pointe, donc c'est normal de les replacer, de détecter finalement qu'on a glissé puis de pouvoir les replacer. Donc ça peut être un indice. Un enfant qui appuie fort, qui brise la mine du crayon en écrivant, qui fait des trous quand il gomme le papier, qui produit des tracés trop pâles, trop foncés, qui inverse des lettres, qui aligne mal les lettres sur la ligne, qui planifie mal les espacements ou l'ensemble de l'organisation de ce qu'il écrit sur la feuille. Et je suis certaine que j'en ai oublié d'autres.
Alors ça, ce sont des indices qui peuvent nous faire soupçonner qu'il pourrait y avoir quelque chose de sensoriel derrière les défis d'écriture lorsqu'on observe initialement l'enfant, ce qui va nous mener vers une évaluation plus poussée pour vérifier notre hypothèse et par la suite de quel type de trouble sensoriel il s'agit. Donc, l'idée, c'est que c'est utile de comprendre les troubles de l'information sensorielle pour pouvoir déterminer s'ils sont en cause et surtout en tenir compte dans la planification de l'intervention. Donc, c'est quoi au juste le traitement de l'information sensorielle? C'est le processus par lequel le système nerveux va aller capter des informations dans l'environnement externe, par exemple, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je goûte, ce que je sens, ce que je touche, et dans l'environnement interne aussi. Donc, mes repères de ma position, de mon corps dans l'espace et toutes mes sensations physiques aussi qui m'alertent sur comment je suis à l'intérieur de mon corps. Donc, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai envie de pipi, je suis fatiguée, mes émotions aussi. Donc, tout ce que je vais utiliser pour savoir ce dont mon corps a besoin pour autoréguler mes actions puis agir sur mon environnement. Le modèle auquel on se réfère souvent en ergothérapie pour décrire les troubles sensoriels, c'est le modèle, entre autres, de Miller. Alors, si on imagine une fourchette à 3 branches et en haut, on aurait les troubles sensoriels et dans chacune des branches, on aurait 3 types de troubles sensoriels. Donc, il y a les troubles de la modulation sensorielle, les troubles de la discrimination sensorielle et les troubles moteurs d'origine sensorielle. Je vais décrire chacun en donnant des exemples de l'impact possible sur l'écriture. Si on commence par le trouble de la modulation sensorielle, on pourrait définir modulation sensorielle comme la modulation de l'information sensorielle. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est quand le système nerveux va filtrer l'information qui est disponible, parce que, comme je disais tantôt, il y a toute l'information autour de nous, à l'intérieur de nous, donc il faut déterminer. Le système nerveux doit déterminer laquelle est importante dans le moment présent en fonction du contexte et aussi ajuster son intensité, l'intensité à laquelle on va percevoir l'information pour, encore là, les fonctions du contexte. Quand ça fonctionne pas bien, on peut catégoriser les impacts, les réponses en 3 sous-types. Donc, il y a l'hyper-réactivité. Alors, l'intensité du message qu'il reçoit est trop importante et cela peut le déranger. On va ensuite voir l'enfant qui peut hyper-réagir, donc l'hyper-réactivité à cette information-là qui paraît trop intense pour lui. Par exemple, s'il y a trop d'informations tactiles, ça irrite, ça frotte, ça fait mal, ça me dérange sur mes doigts. Je pourrais aussi avoir de la difficulté à tolérer la texture du papier, la texture de la petite spirale sous mon cahier. Ça pourrait être auditif aussi. J'ai déjà eu une élève qui était dérangée par le bruit que le mouvement du crayon mine sur la feuille faisait. Ça peut être tout simplement les bruits de l'environnement d'autres élèves dans la classe. Donc, ça peut mener à un sentiment de surcharge. Ça peut porter l'élève à vouloir se dépêcher, à vouloir terminer, à ne pas aimer tout simplement tout ce qui comporte de l'écriture. De l'autre côté, on pourrait avoir une impression d'hyposensibilité, donc de ne pas enregistrer, percevoir assez d'informations. Donc, le système nerveux, l'enfant, peut soit se désengager, ça peut mener à de l'ennui, de la léthargie, un manque d'énergie ou un besoin de stimulation, une attitude de recherche sensorielle, donc de chercher à toucher les choses, à faire du bruit, donc jouer avec son crayon, cogner sur le bureau, frotter ses vêtements, la feuille, regarder partout, donc être déconcentré, être distrait. Alors, c'est difficile d'être disponible pour une tâche cognitive comme l'écriture lorsque nos besoins de recherche d'informations priment sur la réalisation de la tâche. Pour référence, la modulation sensorielle, ça se produit dans le tronc cérébral. Donc, c'est la partie primitive du cerveau qu'on appelle aussi le cerveau reptilien. Et elle a des fonctions qui sont automatiques, stéréotypées. On réfléchit pas avec le cerveau reptilien, il assure la survie.
de sorte que la modulation sensorielle, c'est pas une décision, c'est pas une réflexion basée sur une analyse, c'est des choses qui se font tout seul. C'est la partie du cerveau qui est responsable de détecter, entre autres, les informations qui pourraient être dangereuses. De là, l'hypervigilance qui peut en ressortir. Alors, son rôle, c'est de laisser passer la bonne information. Et lorsque ça se fait pas bien, on pourrait comparer à un portier, un doorman dans un bar. Donc, soit qu'il laisse rentrer tout le monde, puis là, le bar est surchargé, ou à l'inverse, bloque tout le monde, personne rentre. Dans les deux cas, ça fait pas un bon party. Maintenant, passons au deuxième type, la discrimination sensorielle. Ça, c'est un processus qui est cognitif. Ça se passe au niveau du cortex. C'est la capacité de distinguer les différentes caractéristiques sensorielles des choses. Alors, si j'applique ça à l'écriture, au crayon dans ma main, d'abord, au niveau de la discrimination visuelle, je vois mon crayon, je vois la pointe, je peux la placer où je veux au niveau de la ligne. Je peux, au niveau tactile, sentir sa forme, peut-être hexagonale, triangulaire, sa texture, ma main dans l'espace aussi. Et ça va me permettre de placer mes doigts à un endroit optimal sur le baril du crayon, mais aussi à manipuler mon crayon en fonction de l'évolution de la tâche. Donc, si mes doigts glissent vers la pointe, je peux les remonter. Si j'ai besoin d'utiliser ma gomme, je peux efficacement effectuer la manipulation pour le retourner. Alors, la discrimination sensorielle permet d'effectuer tout ça avec précision. Mais là, on a parlé de la main et du crayon, mais lorsqu'il s'agit de la discrimination visuelle, aussi, j'en ai besoin pendant que j'écris. Je dois pouvoir constater ce que j'ai écrit, où je l'ai écrit, distinguer la forme des lettres. Par exemple, en script, le B et le D, ça peut se ressembler en début d'apprentissage. Si j'ai de la difficulté à distinguer les formes sur le papier, ça peut rendre plus difficile de distinguer ces lettres-là qui se ressemblent. Maintenant, parlons du troisième type de troubles du traitement de l'information sensorielle, les troubles moteurs d'origine sensorielle. Alors, pour que ma motricité soit à mon goût, qu'elle produise les actions que j'ai anticipées, que j'ai planifiées, je dois avoir visualisé, planifié l'action. Et pour préparer ce plan moteur-là, j'ai besoin d'informations. Quel type d'information? C'est de l'information qu'on va appeler somatosensorielle. J'ai besoin d'informations sur mon corps. J'ai besoin de sentir où est mon corps dans l'espace. J'ai besoin de sentir où est ma main dans l'espace aussi. J'ai besoin aussi de sentir à quelle distance sont mes doigts les uns par rapport aux autres, dans le moment présent, mais aussi en général, parce qu'il y a dans le processus de planification motrice quelque chose qu'on appelle le schéma corporel qui se construit depuis que je suis tout petit. Et c'est en quelque sorte une représentation stéréotypée de mon corps. Donc, d'une manière générale, j'ai encodé quelle est la taille de mon corps, de mon bras, la longueur de mes doigts, où sont mes articulations, comment ça plie. Et cette information-là, elle est toujours prise en compte dans le moment présent. Et cette information-là, elle est toujours prise en compte dans la planification des mouvements. Alors, si on les renomme, il peut s'agir d'informations tactiles. Les doigts sont en contact avec le crayon. Je dois détecter, par exemple, quand le crayon est dans une position ou une autre entre mes doigts. De l'information proprioceptive. Donc, la proprioception, c'est l'information qui va être émise par les muscles quand ils se contractent, par les articulations quand elles se plient, par les ligaments quand ils se font étirer. Et lorsque toutes ces structures-là sont sollicitées, ça donne de l'information sur leur position dans le moment présent, ce qui permet de les contrôler moment par moment. L'information vestibulaire aussi peut entrer en cause. Système vestibulaire situé dans l'oreille interne mesure la position de la tête en fonction de la gravité. Alors, si cette information-là n'est pas exacte, c'est difficile de m'organiser au niveau postural. Et qui dit posture instable dit que c'est fort probable que je vais avoir de la difficulté à contrôler ce qui est attaché à mon tronc, donc mes bras, et au bout du compte, mes mains et mon crayon. Donc, l'enfant avec un trouble moteur d'origine sensorielle va devoir compenser avec ses yeux pour se repérer dans l'espace, donc va regarder sa main, son crayon bouger.
Alors, quand ses yeux sont mobilisés par sa planification motrice, bien, ça le garde concentré sur ses mouvements puis moins sur ses pensées. Alors, il est moins disponible pour planifier, réviser son contenu, son orthographe, tout ce qui est grammatical dans son texte. Donc, c'est un enfant aussi qui va être plus lent parce qu'il doit faire ces deux étapes-là et il ne peut pas les faire en même temps, donc va les faire une à la fois. Donc, écrire, ensuite réviser. Et c'est là qu'on va noter aussi que l'enfant va avoir de la difficulté à automatiser son écriture qui dépend de cette rétroaction sensorielle-là pour encoder les mouvements. En conclusion, parce que je vais m'arrêter ici après les 4 petits derniers points que je vais partager, parce que l'épisode commence à devenir un peu crunchy. Tu seras d'accord côté théorique et je vais te diriger dans les notes sous l'épisode vers d'autres ressources si tu souhaites remâchouiller ces notions-là à travers notamment un texte et une vidéo pour les réentendre avec du support visuel. Alors, l'enfant n'a pas toujours un trouble identifié du traitement de l'information sensorielle, mais il peut quand même avoir des difficultés sensorielles qui vont affecter son écriture. Donc, ça, on peut le garder en tête. Il faut s'en préoccuper quand même et des stratégies peuvent être aidantes dans ces cas-là. Aussi que la présence et l'intensité des difficultés liées à un trouble sensoriel, particulièrement pour les troubles de modulation sensorielle, sont très variables selon les heures, les jours et finalement en fonction de l'état du système nerveux. Donc, si l'enfant est fatigué, anxieux ou est malade, combat quelque chose dans son corps, ces difficultés peuvent être amplifiées. Bien que la discrimination et la planification motrice sont généralement plus stables en tant que difficulté, comme la modulation, c'est la première étape du niveau de traitement de l'information, ben, on va aussi voir des difficultés qui peuvent s'amplifier au niveau de la discrimination puis de la motricité lorsque l'enfant n'est pas dans un état optimal avec son système nerveux. Ensuite, j'ai discuté des différents troubles séparément, mais l'enfant peut avoir l'un, les deux ou les trois types de troubles simultanément. De même, lorsqu'il s'agit de la modulation sensorielle, bien, il peut avoir un profil qui va être mixte, donc parfois hyper, parfois hypo, parfois en recherche sensorielle. Voilà!